Alors, il m'appartient de vous présenter donc cette magnifique destination, la Patagonie, où j'espère nous nous retrouverons bientôt. Alors, je suis ravi de faire votre connaissance pour la plupart d'entre vous, et puis de retrouver une de mes anciennes consoeurs qui est là également parmi nous aujourd'hui. La Patagonie, c'est un pays absolument merveilleux, gigantesque, très étendu, qui, à mon avis, est un endroit absolument merveilleux. C'est un des derniers endroits de la Terre où on peut encore s'émerveiller de la beauté de la nature parce qu'elle est complètement intacte. Alors, je vous ai présenté aujourd'hui une toute petite conférence qui contracte en fait différents éléments de différentes conférences. Je l'ai faite spécialement pour vous donner un petit peu envie de participer à ce voyage, que j'espère vous ferez, parce que vraiment, je vous invite à vous joindre à l'émerveillement de tous les aventuriers et même des visiteurs ordinaires qui ont fait ce voyage formidable. Alors, la croisière standard que je vais vous décrire, elle part de Santiago du Chili, donc on a un vol de nuit, on arrive à Santiago, après un vol de nuit, et puis après, on va prendre le bateau jusqu'à... alors, on prend le bateau non pas à Santiago, Santiago c'est une ville continentale, hein, c'est pas au bord de la mer. On va prendre le bateau à San Antonio et après on fera 2 jours de navigation pour aller à Puerto Montt, qui est vraiment la porte de la Patagonie. Au nord, ce n'est pas la Patagonie. La Patagonie commence ici, si vous voulez. Voilà. Je vous disais, Buenos Aires est à la hauteur du cap de Bonne-Espérance. Donc toute cette partie-là est extrêmement australe. On a du mal à se le représenter, mais on est vraiment très au sud. Le Cap Horn est au 56e degré de latitude sud, par exemple. Alors, on va commencer par le commencement avec l'arrivée à Santiago du Chili. Voilà. Ah non, d'abord quelques images du bateau. Alors, le bateau, c'est un gros bateau, effectivement, mais en même temps, il a les avantages de ses inconvénients. C'est un gros bateau. Alors, on se dit, mais il y a beaucoup de monde dedans. Mais non, les grands bateaux sont tellement bien faits qu'on n'a jamais un sentiment de promiscuité. On est toujours très à l'aise dessus. Et puis, les bateaux qui ont été choisis sont des bateaux qui sont très ouverts. Il y a partout des ponts extérieurs, des coursives extérieures où on peut se balader, où on peut voir le temps qu'il fait, où on peut observer le changement de la météo, on peut voir le ciel d'un peu partout. Donc je vous ai mis pas mal de photos de ponts extérieurs. Je ne suis pas fanatique des ponts extérieurs, mais quand on va en Patagonie, vous avez compris, on n'y va pas pour voir du patrimoine bâti, on n'y va pas pour voir des châteaux, on y va pour voir de la nature. Et donc on passe beaucoup de temps, enfin moi je passe beaucoup de temps sur le pont avec une paire de jumelles et un bon anorak à regarder ce qui se passe. Il y a toujours énormément de choses à voir en Patagonie. Bon voilà, ne serait-ce que des lumières absolument formidables. Alors des ponts, il y en a beaucoup, hein. Dites-moi. Concernant le bateau, donc il voyage le jour et la nuit il est arrêté en port? Non, il voyage la nuit aussi. Oui. Alors c'est plutôt l'inverse. Il voyage plutôt la nuit et le jour, il fait soit de la navigation à petite vitesse dans les fjords chiliens, soit il s'arrête carrément pour qu'on puisse descendre à terre et visiter. Mais il voyage de nuit. Donc voilà encore quelques autres vues des ponts. Alors il n'y a personne dans les piscines pour les raisons que vous avez comprises, hein. Et on est évidemment très souvent sur le pont. Alors, pour ceux qui sont allés en Norvège, ceux qui rêvent d'y aller, ça n'a rien à voir. Évidemment, il y a des fjords, évidemment, il y a de la mer, évidemment, il y a le même type de ciel, enfin, quoique, à mon avis, il est encore plus beau en Patagonie, vous allez voir. Mais surtout, ce qu'il y a d'absolument extraordinaire, c'est qu'il y a des glaciers qui vont jusque dans la mer. En Norvège, il faut faire des kilomètres pour aller voir un bout de glacier malheureux, recouvert de poussière. Faut pas que je dise ça, parce qu'il y a peut-être des croisières qui sont vendues. Enfin, allez plutôt en Patagonie. Alors, sur le bateau dont je vous parle, dès qu'on a une chose intéressante à voir, le commandant ouvre les portes à l'avant du bateau et on peut aller sur la plage avant, comme ici. Et comme ça, on est vraiment comme sur un bateau mouche. On voit vraiment admirablement bien tout ce qu'il y a à voir dans la région. Alors, si on passe beaucoup de temps dehors, enfin moi, je passe beaucoup de temps dehors, l'intérieur est quand même très cosy, très confortable, très chaleureux. Bon, vous voyez par exemple un salon d'observation très confortable. Il y a beaucoup de salons du reste où on peut s'isoler et Voyages d'Exception se débrouille toujours pour avoir un salon qui nous appartient à nous, où on se retrouve, où dans bien des cas ont lieu les conférences, mais il y a également un très grand salon gigantesque dans lequel ont lieu les spectacles le soir. Alors vous allez me dire, mais oui, on ne parle pas français, on parle que français, mais c'est pas grave, c'est des spectacles de cabaret, il y a des magiciens, des chanteurs, donc même si on ne comprend pas l'anglais, on peut assister à ces spectacles qui sont des spectacles vraiment de grande qualité. Et puis, il y a très souvent une petite salle plus petite qui nous est réservée, dans laquelle on peut faire nos conférences très confortablement.
Si vous n'aimez pas ni les conférences, ni la nature, il y a encore le spa. Donc ces bateaux sont équipés avec des suites thermales extrêmement sophistiquées, les Américains adorent ça, avec des saunas chauds, des saunas froids, des saunas secs, des saunas humides, et puis des bains à remous comme vous voyez ici. Il y a aussi évidemment des salles de sport avec des appareils dernier cri. Comme dans tous les bateaux, il y a l'atrium avec une ouverture sur 2 étages comme ça. Et puis si vous avez envie de vous détendre un petit peu et de tenter votre chance, une salle de casino. Et puis, alors pour répondre à votre question, monsieur, dans bien des cas, le port n'est pas assez grand pour accueillir le bateau. Donc on met des chaloupes à la mer, comme celle que vous avez sous les yeux. On rentre dans la chaloupe et la chaloupe par contre va sur le quai très facilement. Voilà. Alors reprenons là où nous en étions, à Santiago. On a donc passé une nuit de vol et on arrive à Santiago en fin de matinée. Si vous êtes bien placé près d'un hublot, vous aurez la chance de voir la cordillère des Andes. Et ça, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. On voit très très bien, avant d'arriver à Santiago, un des plus hauts sommets du monde qui est l'Aconcagua, 6400 mètres d'altitude. Et là, c'est vraiment un spectacle formidable. C'est souvent au lever du soleil. Donc voilà la cordillère des Andes. On arrive donc à Santiago, qui est une ville très animée, très vivante. Les Chiliens disent qu'elle a la buena onda, elle a une bonne ambiance, une bonne atmosphère. Et c'est vrai qu'il y a une atmosphère absolument extraordinaire dans cette ville, qui est une ville avec beaucoup de restes coloniaux, l'église que je vous ai montrée par exemple, mais aussi beaucoup de quartiers très animés, très vivants. La jeunesse au Chili est très dynamique. C'est un pays qui est beaucoup plus dynamique à mon avis que l'Argentine par exemple. La natalité est plus forte, l'économie également se porte mieux qu'en Argentine et on sent très bien tout ça quand on arrive à Santiago. Qui nous accompagne dans ces visites? Alors vous avez à chaque fois des accompagnateurs qui sont français, qui appartiennent à un voyage d'exception, qui vous accompagneront depuis le moment où ils prendront votre ticket à Charles de Gaulle jusqu'au moment où ils vous le rendront au retour à Charles de Gaulle 15 jours plus tard ou 17 jours plus tard. Donc vous êtes accompagné de bout en bout par des accompagnateurs francophones. Y compris pendant les excursions, tout à fait, tout à fait. Alors là, si ça ne vous ennuie pas, je vous répondrai tout à l'heure. Là, les photos que je vous montre, ce n'est pas des photos d'excursion, c'est des photos que j'ai prises moi-même avec mon téléphone. Ce n'est pas des photos de photographe, je vous prie de m'excuser. Mais c'est juste pour vous donner une idée de l'ambiance de la ville. Vous verrez, je ne vous donne pas le détail de l'excursion, vous verrez vous-même. Mais on voit évidemment, en quelques heures, on voit l'essentiel de Santiago. Alors le lendemain matin, on va prendre le bus pour aller à San Antonio où on va trouver le bateau. San Antonio, c'est un très grand port de pêche au sud de Santiago. C'est un des plus grands ports de pêche du Chili. Alors, je vous ai apporté quelques photos, voilà, c'est assez amusant. C'est là que vous verrez vos premiers mammifères marins, parce que dans le port de pêche, il y a des pêcheurs, et puis à côté des pêcheurs, il y a des femmes de pêcheurs qui préparent les poissons, et toutes les parures de poissons sont jetées dans la mer. Alors c'est absolument étonnant, parce qu'on est comme dans un zoo, à l'air libre finalement, avec des animaux qu'on ne voit pas du tout chez nous. Bon, ce sera juste le point de départ. Après, on a 2 jours en mer. On a le temps de s'installer tranquillement, on a le temps de récupérer du décalage horaire, on a le temps d'apprécier le luxe, le confort du bateau, et puis on a le temps d'écouter les conférenciers. Et puis on arrive donc à Puerto Montt, qui est la porte d'entrée de la Patagonie. C'est un très très bel endroit, à mon avis pas assez... qu'on néglige un petit peu trop parce que c'est vraiment la porte d'entrée et du coup on se dit que ce n'est pas la peine d'y passer trop de temps. On passe la journée entière à Puerto Montt. Et on va voir tous les... Alors, vous voyez encore un lion de mer là, qui est en train de prendre le soleil sur la plage à Puerto Montt. Il y a énormément ça s'appelle la région des lacs, donc il y a beaucoup de lacs dans la région. Il y a beaucoup de volcans également, parce que toute la cordillère des Andes dont je vous ai parlé appartient à ce qu'on appelle la chaîne de feu du Pacifique. Il y a énormément de volcans sur la cordillère des Andes. Celui-là, le volcan Osorno, fait penser au Fujiyama par exemple. Et puis, il est au milieu d'un parc naturel assez formidable, avec des cascades, des chutes d'eau, donc vous verrez tout ça. Encore une fois, ne vous attendez pas à avoir du patrimoine bâti, il n'y aura pas de grande architecture, il n'y a pas de château, il n'y a pas d'église majestueuse. En revanche, la nature est vraiment à couper le souffle. Alors après Puerto Montt commence ce qu'on appelle la navigation dans les fjords chiliens. Et c'est là qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet. La Patagonie, à mon avis, elle vaut vraiment pour les quelques journées qu'on va faire maintenant en bateau dans cette région. Alors je vous ai pris quelques photos, un peu à la volée, avec mon téléphone portable, sur les ponts que je vous ai montrés il y a une seconde. Bon, ça c'est Ushuaia. Et voilà, par exemple, des paysages qu'on peut voir en naviguant dans les fjords chiliens.
Alors le temps change très très vite. Je vous ai parlé de la pluie, mais en fait, 2 heures plus tard, on peut avoir une éclaircie absolument miraculeuse avec un soleil formidable. Et la température monte quasiment instantanément. À ma connaissance, moi je ne connais aucun autre endroit du monde où on peut avoir une photo comme celle-là, avec un téléphone portable. Hein. Les couchers de soleil, les levées de soleil, le soleil sous les nuages est toujours merveilleux, c'est beaucoup plus beau en mer, et a fortiori dans ce paysage absolument extraordinaire que sur Terre. Et alors le bateau zigzague évidemment d'une île à l'autre, d'un chenal à l'autre, et à chaque changement de cap, le paysage est différent. Donc on ne se lasse jamais du paysage, c'est toujours absolument formidable. Bon là, vous voyez bien ce que je veux dire. Voilà, les bords des fjords chiliens. Et puis on arrive à certains endroits avec des montagnes couvertes de neige et même des glaciers qui arrivent jusqu'au bord de l'eau. Bon voilà, cette fois-ci avec un appareil photo, un gros plan sur le bord du fjord. En voilà un autre avec ce qu'on appelle des bourguignons, des tout petits glaçons qui ont été lâchés par le glacier. Je ne sais pas si vous arrivez à voir une gigantesque cascade en haut. C'est assez formidable. On voit là encore des bourguignons avec un bord de fjord, ce qui ressemble à une forêt, mais en fait c'est des arbres qui sont très costauds parce qu'ils doivent résister à ce climat très rude. Il y a beaucoup de lichen, beaucoup de mousse qui donnent également des couleurs absolument formidables. Et puis on arrive à un moment où les glaciers dont je vous parlais arrivent carrément dans la mer. Et là c'est absolument inouï, c'est une gigantesque langue de glace qui descend du fameux glacier de le Campo de Hielo Sur dont je vous ai parlé, cette grande masse glaciaire qui est au sommet de la cordillère des Andes, qui se jette directement dans la mer. Et donc là, Cette photo, vous l'avez prise à quel mois? Il devait être 10 heures du matin. Et quel mois? On était en février. Ouais, février. Quelle température là il fait à peu près là? Alors là, il fait beau, il doit faire 12 degrés, 13 degrés. Malgré le glacier? Ouais. Il n'y a pas de vent du tout. Dès qu'il y a du vent, alors là, c'est vraiment tous aux abris. Mais s'il n'y a pas de vent comme là, il peut faire très doux, et même chaud. On peut être habillé, peut-être pas en chemise, mais on peut être habillé légèrement. Bon, là, par contre, le temps est moins favorable, c'est assez couvert, et le vent qui passe sur le glacier vient vers le bateau, donc vous imaginez bien que la température est très fraîche. Donc là, on prend une parka, une doudoune, une paire de jumelles, et le spectacle est absolument fabuleux. Ben, vous voyez bien, hein, ce fameux bleu glacier, vous aurez maintes occasions de l'observer et de l'admirer au cours de votre voyage. Alors, évidemment, on voit énormément d'animaux, d'avifaune et de faune marine. Je ne vais pas, encore une fois, faire une conférence dessus, mais enfin, avec une bonne paire de jumelles et un simple appareil photo, enfin un simple téléphone portable, on peut faire des photos comme celle-là, avec des mouettes, l'albatros, le célèbre albatros, et puis il y a des rochers comme ceux-là qui sont entièrement couverts de petits cormorans, c'est assez étonnant. Voilà encore d'autres oiseaux. Bah, merci. Je ne suis pas très ornithologue, donc encore des cormorans sans doute. Et puis on voit également des mammifères marins. On voit ça c'est des petits rorquals, mais quand je vous dis qu'on les voit, c'est pour vous donner une idée, au printemps dernier, là, ou c'est celui d'avant, je ne sais plus, j'étais dans ma cabine en train de travailler, la fenêtre était ouverte, et j'entends un... Mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est? Et je vais sur le balcon, et il y avait une baleine qui passait, juste à côté, enfin à 25 mètres, c'est inouï. Et donc toutes ces photos, celles-là ont été prises avec un téléobjectif, mais enfin on peut très bien en voir très facilement, très couramment. Ça, je l'ai prise moi-même avec mon téléphone portable depuis ma cabine. Vous voyez, ça s'appelle des dauphins de Commerson, c'est des dauphins qui sont à la fois noirs et blancs. Ça, c'est le printemps dernier. Non, c'est plus ancien ça. Et entre novembre et décembre, quelle est la température? Il n'y a pas de grosse différence, c'est le plein été là-bas, donc il fait entre 5 degrés la nuit, et en pleine journée au soleil, il peut faire 15-20 degrés. Mais en février, lorsqu'on arrive à Santiago, Ouais. il fait chaud. Oui. C'est ça, c'est un peu compliqué de faire sa valise, parce qu'il faut à la fois du chaud et du froid. Bon, voilà encore quelques vues. Alors, là, je vous ai apporté quelques vues de ciel, parce que je ne suis pas fanatique des ciels spécialement, mais on est vraiment interloqué par la beauté du paysage là-bas. Et les ciels, enfin, moi j'ai quand même voyagé énormément, c'est parmi les plus beaux que j'ai vus de ma vie.
Et encore une fois, ça c'est avec mon téléphone portable, hein, c'est vraiment... et la journée il fait moche, et puis tout d'un coup, crac, il y a une éclaircie, et ça devient absolument miraculeux. Celle-là, j'étais en salle à manger, j'ai vu par la fenêtre qu'il y avait un joli ciel, je me suis levé de table vite fait avec mon téléphone, j'ai pris la photo, je suis revenu m'asseoir. C'est pour vous dire que vraiment, d'une seconde à l'autre, ça change et les paysages sont absolument merveilleux. Bon, voilà encore un autre exemple de ciel typiquement du Pacifique, du sud du Pacifique en Patagonie. Regardez celui-là aussi, assez spectaculaire. Donc on a maintes occasions vraiment d'avoir le souffle coupé quand on arrive en Patagonie, essentiellement par les paysages, les ciels, comme ceux que je vous montre ici. Puis bon, alors on arrive ensuite à Puerto Chacabuco. Puerto Chacabuco, c'est un petit port de rien du tout qui est très en profondeur, dans un fjord qui s'enfonce très profond dans la cordillère des Andes, et ça servait de point de débarquement aux ouvriers des grandes entreprises, des grandes exploitations agricoles argentines qui avaient besoin d'ouvriers qui venaient du Chili. Donc les Chiliens, par bateau, arrivaient jusqu'à Puerto Chacabuco, et ils traversaient la cordillère des Andes, ils allaient ensuite en Argentine, pas très loin, pour vendre leurs bras comme ouvriers agricoles. Et la ville la plus proche s'appelle Puerto Aysén, et là c'est le Far West. C'est le Far West. Vous voyez, les maisons sont rudimentaires, mais le paysage est absolument somptueux, mais il y a une âpreté dans le décor qui est absolument saisissante et qui est très, très touchante. Vous voyez bien, c'est pas... je vous dis qu'on ne vient pas en Patagonie pour le patrimoine bâti, vous comprenez pourquoi. Mais c'est extrêmement, extrêmement touchant, c'est vraiment le bout du monde. Et là, on peut toucher du doigt qu'on est au bout du monde. Et sentir qu'on est au bout du monde à ce point, c'est absolument vertigineux, je trouve. Après, on arrive à Punta Arenas, qui est la grande ville de la Patagonie chilienne. Punta Arenas se trouve au bord du détroit de Magellan. C'est une grande ville qui a été créée, ça veut dire la pointe sableuse. C'est une grande ville qui a été créée par les conquistadors au début du XVIe siècle. Et ils en ont fait une ville assez importante. Alors aujourd'hui, c'est une ville qui a été entièrement rebâtie au XIXe siècle parce qu'elle est occupée essentiellement par les grandes familles qui possèdent ces grandes haciendas, ces grands ranchs avec ces millions de moutons. Évidemment, ils n'habitent pas dans les ranchs, c'est trop sale, ça ne leur plaît pas du tout. C'est des grandes familles en général originaires d'Europe, lointainement, et qui ont fait construire à Punta Arenas de véritables palais où ils habitent. Au centre de la ville, la place d'Armes, avec au milieu la statue de Magellan, évidemment, à tout seigneur, tout honneur. Et puis, au pied de la statue de Magellan, il y a un Indien, alors je ne sais pas s'il est Mapuche ou autre, qui présente son pouce, son gros orteil. Et si vous touchez son gros orteil, vous aurez une chance de revenir à Punta Arenas. C'est pour ça que c'est bien brillant. Alors vous voyez, bon, tout est en fleurs, hein, on est en plein été austral, donc tout est en fleurs, tout est absolument... voilà. Ça, c'est le palais dont je vous parlais. C'est la famille de Sarah Braun Menendez. Elle est d'origine allemande, elle a épousé un gars d'origine espagnole. Ils ont acquis une propriété absolument énorme, des milliers, des centaines de milliers d'hectares en Argentine. Ils avaient de gigantesques élevages de moutons et dont ils profitaient beaucoup. Et ils ont fait construire ce palais par un architecte parisien. C'est assez étonnant de voir ça. Au bout du monde, ces gens qui avaient la nostalgie finalement des pays dont ils étaient originaires. Ça, c'est le cimetière. Alors, c'est un petit clin d'œil, mais dans le cimetière se trouvent les fameux descendants de ces grands propriétaires qui ont voulu recréer au bout du monde des tombes comme on en voyait chez eux en Europe. Alors, on trouve également devant le détroit de Magellan un musée qui s'appelle le musée de la Nouvelle Victoria. Victoria est le bateau amiral de Magellan quand il a fait son tour du monde. Et là, vous avez une idée du courage ou de la hardiesse de ces navigateurs qui, sur un bateau, enfin c'est une coque de noix, hein, je ne sais pas si vous allez voir les gens qui sont dessus, mais c'est tout petit, hein, c'est à peine plus grand que c'est plutôt plus petit du reste que la chaloupe de sauvetage que je vous ai montré tout à l'heure. Et puis, après Punta Arenas, on a une seconde navigation dans les fjords chiliens. On va emprunter le canal de Beagle avec ce qui s'appelle l'allée des glaciers, parce que sur une succession, peut-être une quinzaine de kilomètres, on a plein de langues glaciaires qui se jettent dans le canal de Beagle. Donc là, vous allez les voir par beau temps. Alors, par beau temps, c'est juste un rêve, hein. Vous voyez, c'est absolument merveilleux. Ça, c'est mon téléphone portable encore, hein. Je ne suis pas très calé en photographie, donc... Voilà, c'est assez formidable. Et quand il ne fait pas beau, c'est aussi merveilleux. C'est plein de mystères, tout est embrumé, tout est ouaté, les bruits sont différents. Faut bien se couvrir par contre, parce qu'il fait froid, il y a des courants d'air dans ce chenal qui n'est pas très large.
Mais c'est vraiment merveilleux. C'est un endroit il n'y a pas d'équivalent au monde, à mon avis, que cet endroit extraordinaire. Bon, voilà encore l'allée des glaciers, avec des glaciers qui tombent directement dans la mer. C'est absolument inouï. Et là, on est assez près, hein, parce que le détroit de Beagle n'est pas très étroit, pas très large, pardon. Donc on est assez près de la côte, et le glacier qu'on voit, on le voit très très bien. Donc le fameux bleu glacier, vous aurez encore une fois l'occasion de l'apercevoir et de l'apprécier. Et là, sur ces glaciers, on peut voir des animaux Non. terrestres cette fois, non. Non. Il fait beaucoup trop froid, c'est beaucoup trop hostile comme climat. Les seuls animaux qu'on voit, c'est des oiseaux. Et par contre, on voit la faune marine est abondante. On voit beaucoup de lions de mer, de loups de mer. On aurait pu voir, par exemple, des ours blancs comme il y a en Arctique. Non. L'ours blanc, c'est uniquement en Arctique. Il n'y en a même pas en Antarctique. C'est uniquement le pôle Nord. Oui, je sais. À ce sujet, ce n'est pas des pingouins qu'on voit au sud, c'est des manchots. Hein. Dès qu'on passe l'équateur, ça change. C'est comme les chocolatines au sud de la Loire. Alors après Punta Arenas, on arrive à Ushuaia, la ville dont je vous ai parlé. Alors à l'origine, ce n'est pas du tout une grande ville, c'est une toute petite ville qui a été construite par des forçats, parce que l'administration pénitentiaire argentine cherchait un endroit le plus loin possible de toutes les zones habitées pour construire un pénitencier. Et donc la ville a été construite par des forçats, l'église a été construite par des forçats par exemple, et la ville a grossi comme ça de proche en proche. Aujourd'hui, elle est assez à la mode, entre guillemets, alors pas seulement à cause du shampoing de... J'ai oublié son prénom, là. Nicolas. Pas à cause du shampoing de Nicolas Hulot, mais elle est très populaire parce que c'est l'extrémité, c'est vraiment de la route panaméricaine. Donc il y a beaucoup de routards, sacs à dos, avec des camping-cars qui arrivent ici. Et c'est un endroit assez sympathique parce qu'il y a beaucoup de passages. Et puis c'est encore une fois la porte d'accès vers l'Antarctique. Donc voilà le bateau à quai à Ushuaia, avec Ushuaia qu'on voit dans le fond. Là, c'était juste avant Noël ou après Noël. Vous voyez, on a mis un bonnet de Père Noël à Ushuaia. Voilà une petite maison typique qui atteste donc ce caractère un peu bohème de la ville. Et puis de Ushuaia, on fait des balades alors là, de la journée dans le canal de Beagle où on va voir le phare des éclaireurs, c'est le phare que vous avez sous les yeux, autour duquel il y a différents rochers où on peut voir des lions de mer comme cela, et on peut encore une fois presque les toucher, parce que cette fois-ci, on fait la balade sur un beaucoup plus petit bateau qui s'approche vraiment de ces rochers. Voilà. Après Ushuaia, on reprend le gros bateau et on va au Cap Horn. Alors tout va dépendre du temps qu'il fait. Dans la plupart des cas, on s'approche vraiment très très près du Cap Horn. Moi, ça m'est arrivé de faire le tour complet du Cap Horn quand la mer n'était pas trop démontée. C'est un endroit, c'est vraiment... c'est formidable, quoi, parce qu'on sait qu'on est à un endroit mythique. C'est vraiment un endroit mythique. Et on est vraiment le souffle coupé devant ce paysage. Alors là, ça doit avoir beaucoup remué. Ça remuait pas mal. Vous avez dit tout à l'heure que ça remue, ouais, là ça remue énormément. Ça remue énormément, mais néanmoins le capitaine était assez courageux parce qu'on a fait le tour complet en dépit de ce temps. Et puis d'autres fois, par contre, bon là, vous voyez, on termine le tour et on passe devant le rocher qui marque vraiment le Cap Horn. Et alors là, on s'y attend absolument pas, parce qu'il y a le bruit du vent, etc. Et tout d'un coup, le bateau appuie sur sa sirène, et parce que le capitaine rend hommage à tous les disparus qui ont perdu la vie au large de ce rocher, et c'est complètement saisissant, quoi. C'est une expérience formidable. Donc on peut terminer le tour. Alors, quand il fait beau, c'est assez différent. Voilà le Cap Horn par beau temps. Alors le grand rocher dont je vous parle est ici. Ça, c'est l'île du Cap Horn qui fait une sorte de croissant un peu compliqué. Et la première branche du croissant, c'est celle qu'on a sous les yeux, avec le phare du Cap Horn. Et en général, quand le gardien du phare voit arriver un bateau étranger, hop, il se précipite de hisser le drapeau chilien sur le mât. Donc par beau temps, on voit très bien le Cap Horn. Par mauvais temps, on peut même faire le tour, ça arrive, faire le tour du Cap Horn. Encore une fois, tout dépend de la météo et de la bonne volonté du commandant. Alors après le Cap Horn, dans une petite navigation d'une journée et demie, dans une mer qui devient tout d'un coup beaucoup plus calme, parce que c'est comme si on sortait de l'autoroute pour prendre une petite route, on sort des grands courants qui passent entre le Cap Horn et l'Antarctique pour avoir une mer beaucoup plus tranquille. Monsieur. Quel est l'autre choix, c'est que Cap Horn est trop agité? Ah bon, on y va, de toute façon on y va. Dans tous les cas de figure, on y va. Non, vous serez secoué, monsieur, dans tous les cas. Parfois, on ne revient pas. Non, on revient toujours, Non, par beau temps, là, c'est le calme plat, c'est le calme absolu. Et
J'ai passé plusieurs fois le Cap Horn et dans la plupart des cas, c'était comme ça. Au point qu'on se dit, mais c'est pas possible, c'est une imposture, il ne se passe rien du tout, on m'a raconté des cracks. Parce que la plupart des cas, c'est comme ça, honnêtement. Ça dure combien de temps de passer devant un Cap Horn? La matinée. Mais encore une fois, je ne vais pas m'engager parce que tout dépend de la navigation, ça dépend à quelle heure on quitte Ushuaia, ça dépend du temps, etc. Donc en général, on arrive le matin de très bonne heure au Cap Horn et on peut y passer 2 heures et puis repartir aussitôt après. Voilà. Alors on arrive ensuite à Port Stanley aux îles Malouines, après une petite navigation assez courte. Alors là, on arrive en Grande-Bretagne, c'est assez marrant, parce qu'on est dans l'Atlantique Sud, mais on est en pleine Grande-Bretagne. Et vous serez accueillis sur le port de Stanley par les éléphants de mer que je viens de vous montrer. Alors les Falklands, ou les îles Malouines pour les Français, c'est un caillou perdu. Là aussi, à mon avis, c'est très beau, hein, mais c'est assez âpre, c'est tout plat, il n'y a pas un arbre, c'est battu par les vents. Mais je trouve ça assez poignant et assez poétique également comme décor. Alors vous traverserez cette espèce de pampa aride pour aller, voilà encore un autre détail, pour aller voir des plages où se trouvent des colonies de manchots. Il y a des roqueries de manchots aux Falklands, aux îles Malouines, et vous verrez notamment les fameux manchots empereurs, vous les verrez à cette occasion. Des royaux, pardon. Mais je suis un peu hyperbolique aujourd'hui. Après, vous aurez 2 jours de navigation très agréables parce que là, cette fois-ci, on remonte vers le nord, donc on remonte vers le soleil. 2 jours où la mer est très calme, où il fait très beau, on peut profiter du bateau, profiter des copains parce que là, on a eu le temps de lier connaissance avec les amis à droite à gauche. On connaît le bateau par cœur, on est beaucoup plus familier et c'est extrêmement, extrêmement agréable de traîner sur les ponts. Pourquoi pas prendre un repas dehors, sur le pont, prendre un verre dans un bar extérieur. C'est très agréable. Et puis, on arrive à Montevideo, qui est la capitale de l'Uruguay. C'est une ville très agréable, là aussi très méridionale, très latino. C'est une grande ville, mais très chaleureuse, très charmante, très ouverte aussi. Alors, je vais apporter une photo du marché en clin d'œil. Voilà, une ville qui a beaucoup de souvenirs également de l'époque coloniale, mais qui est une ville assez dynamique. Hein. Il y a aussi beaucoup de constructions beaucoup plus modernes, et on sent qu'il y a de l'énergie. Puis des bâtiments anciens. Au milieu, vous avez une ancienne pharmacie qui a été transformée en bistrot. Donc voilà, il y a beaucoup d'initiatives comme ça qui transforment cette ville et qui la rendent vivante. Et puis on va arriver pour terminer à Buenos Aires, qui est la capitale de l'Argentine, donc, et on va passer une journée, une nuit et une demi-journée à Buenos Aires avant de reprendre l'avion pour Paris. Donc on a largement le temps de bien visiter Buenos Aires. La première journée, vous visiterez les musts principaux de cette ville qu'on appelle le Petit Paris de l'Amérique du Sud. Vous comprenez pourquoi en voyant ce bâtiment. Et c'est une ville qui a beaucoup, beaucoup de charme. On sent vraiment la nostalgie. C'est une ville qui est, à mon avis, un peu nonchalante, un peu latino aussi, moins dynamique que Santiago, à mon avis, mais également très, très touchante. Voilà, le Teatro Colón, c'est le théâtre qui a vu naître la carrière de Martha Argerich et Daniel Barenboim pour les amateurs de musique. Le grand marché central, un peu à la mode de ces grands marchés construits sur le modèle des charpentes de Eiffel. Et puis le musée d'art colonial à Buenos Aires. Je vous montre celui-là, vous le verrez peut-être, peut-être pas, je ne sais pas. Vous en verrez d'autres de toute façon. Mais celui-là, je l'aime bien. Donc voilà, je vous ai apporté quelques photos. Et puis bien sûr, pas de visite c'est pas moi qui l'ai faite cette photo. Pas de visite à Buenos Aires sans tango. Et il y a une soirée qui est prévue où vous irez voir un dîner avec un repas qui sera accompagné d'un spectacle de tango. Non seulement de tango, mais également de chanteurs et de musiciens folkloriques de différentes régions de l'Argentine. Donc vous aurez vraiment un aperçu très complet de ce pays, de Buenos Aires en tout cas, et du pays sans doute, au cours de cette visite de Buenos Aires. Voilà. Donc dans certains cas, la croisière arrive à Santiago et on fait le tour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Dans d'autres cas, on arrive à Buenos Aires et on fait la croisière dans le sens des aiguilles d'une montre. Mais en gros, les escales sont presque toujours les mêmes. J'aurais peut-être pu rajouter Puerto Madryn à cet endroit-là. Là, vous avez l'espèce de petit ergot que vous voyez, ça s'appelle la péninsule de Valdés. Et ça a été classé au patrimoine mondial de l'UNESCO parce qu'il y a un sanctuaire d'animaux marins qui est assez spectaculaire. Donc parfois, on s'arrête ici, parfois pas. Parfois, on ne s'arrête pas non plus à Puerto de Chacabuco dont je vous ai parlé, et parfois on s'y arrête. Donc j'ai préféré pas mettre systématiquement ces deux escales. Voilà. Merci beaucoup.